Numéro de décret là. Moi j'ai noté. Une minute. Moi j'ai noté le. Mais est-ce que tu es à l'aise comme ça? Est-ce que tu as à m'abandonner? Ouais, pour qu'on puisse déposer quelque chose. Monsieur. Est-ce que le micro nous a Est-ce que tu as fait un don? C'est ce que je dis. Un micro nous bon pas. Pourquoi le micro nous pousse donner que la quoi faire? Voilà, le papier cassé à blaguer, moi. Au moins, papier cassé à déposer. Voilà, on t'a donné. Voilà. Non, il faut que tu donné une cassé à papier. Ah oui, c'est que les salles micro, les salles micro, comment tu peux? Il t'a poussé dans la table? Non, c'est une mutation. Il n'y avait masqué pas. Non, mais les gros, on va avancer un peu. Non, pour avancer, Là où on m'abandonne, on avance un peu. Non, ça veut dire si les micros sont sur pied, ça masque leur visage en fait. de déposer le papier sur la pigne. Vous bel pied voilà. Alors mais non bel voilà. Bel pied voilà. Et ayo ka trip ayo ka tamata micro pied tane. Ida pied la yega. Ida pied propra. Ida pied bolande la. Ida pied bolande la. Eh, ati bolande. Ah, ça tu les as même imprimés. La dos. Africa. Africa. Les journalistes, c'est bon? Non, pas encore, Doubia. C'est bon, ça c'est pour la salle quoi. C'est bon, ça peut aller. Voilà, ça c'est pour la salle. C'est pour la salle. Allez, actu. Cam. Allez, actu. Nouvel horizon. Ah, nya fo ngugo ndi to ni masika na makan de sali ko. Ni fona sali. Ha? Wala tripi ni to ko. Ata jona micro place. Nota. C'était une voile. Pied voilà. Un fil au pétale. Ouais, mais on a mal de pousser pour que. Attends. Bon, après que nous ayons installé les appareils, nous demandons maintenant aux journalistes de s'asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Ça va, c'est bon, ça c'est pour qui? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà, mais maintenant il faut que l'on va se dire. Oui, là, on va passer. Bonjour, madame et monsieur le messieurs. Bonjour la presse. Comme vous le savez, le 27 janvier 2021, le M5RFP, par la voix de ses avocats, a saisi la Cour suprême pour demander la dissolution du CNT. Ce matin, les avocats du M5RFP ont décidé d'échanger avec la presse sur ce dossier. Sur ce, je vais vous faire la lecture du programme. On va donner la parole aux avocats. Après les avocats, la presse
va intervenir par rapport à ces questions. Après les questions, les avocats auront la parole pour répondre. Après la réponse des avocats, on va faire une suspension de 5 minutes. Et on va donner la parole en ce moment au comité stratégique. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'actualité n'est autre chose. Est-ce que le M5 va rentrer? Est-ce que le M5 ne va pas rentrer dans le gouvernement? Donc c'est une chance ce matin pour que la presse puisse avoir le temps d'échanger avec le comité stratégique. Merci bien. Donc on va donner la parole aux avocats. Voilà, allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Vous lancez et vous vous asseyez. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lancez et asseyez-vous. S'il vous plaît, les avocats vont prendre tout de suite la parole. Voilà. C'est déjà lancé, hein? Donc, on va vous présenter les avocats. Vous avez maître Alifa Habib Koné, avec maître Abdraman Diallo. Maître Abdraman Diallo, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Nous vous remercions tous de vous être déplacés pour venir nous écouter aujourd'hui par rapport au recours que nous avons introduit au nom du M5 RFP auprès de la section administrative de la Cour suprême du Mali. Alors, c'est vrai que nous avons tout de suite été présentés, mais je reviens sur ça aussi. Moi, je me nomme Maître Abdraman Diallo, avocat à la Cour. Et à ma gauche, mon aîné confrère et en même temps mon esclave, Alifa Habib Koné. Alors, vous savez que l'année 2020 n'a pas été facile. C'est même une date qui est ancrée dans l'histoire du Mali. Alors, nous avons constaté au cours de la dite année une lutte héroïque du peuple malien avec à la roulette les M5 RFP qui demandaient simplement un changement, en tout cas par rapport aux actions du régime précédent. Et cette lutte a finalement, en tout cas, le régime a succombé à la suite d'un coup d'État dont les auteurs disaient il y a un passé récent qu'ils ont parachevé la lutte du peuple, c'est-à-dire du M5 RFP. Alors, après ce coup d'État, il fallait mettre des organes en place pour bien évidemment que le pays fonctionne. C'est dans ce cadre-là qu'un président de la transition a été désigné. Par la suite, il y a eu une charte de la transition qui a été
qui a vu le jour. Et cette charte de la transition, en son chapitre 3, a prévu la création d'un Conseil national de transition qui devait faire office d'un parlement, en tout cas au moins pendant la période de la transition. Et l'article 13 de cette charte de la transition a bien évidemment prévu, en tout cas, la composition et la répartition des sièges des membres de la transition, qui devait normalement, en tout cas, selon cet article-là, être composé de 121 membres, répartis entre différentes composantes, notamment les forces de sécurité, les M5 RFP, les faiseurs de la presse, la société civile, j'en passe. Et l'alinéa dernier de cet article 13 annonce qu'un acte devait ultérieurement être pris pour préciser la clé de répartition entre les composantes. Et dans la même foulée, cet acte-là a été pris. Et c'est le décret numéro 2020-143 PTRM du 9 novembre 2020. Alors, c'est ce décret-là qui a été promulgué et qui précisait de façon on ne peut plus claire la clé de répartition entre les membres, la clé de répartition des membres du CNT. Et l'article 1er de ce décret-là a bien évidemment énuméré les composantes, en tout cas le nombre de quotas attribués à chaque composante. Et les M5 RFP, en tout cas il est dit dans l'article 1er, avaient droit à 8 places, 8 représentants au sein du CNT. Les faiseurs de la presse, 4. Les forces de sécurité, 22. Je ne vais pas revenir sur l'intégralité de l'article, mais en tout cas, chaque composante avait un quota qui lui a été attribué par l'article 1er du décret 143. Alors, à la même date, c'est-à-dire le 9 novembre 2020, un second décret a été pris. Et ce second décret-là fixait les modalités de désignation des membres du CNT. Et dans les 10 décrets, il est clairement dit que ce sont les composantes, notamment les composantes que je viens de citer, les M5 RFP, les forces de sécurité, les faiseurs de presse, les groupements de femmes, groupements de jeunes, qui devaient choisir eux-mêmes les personnes qui seront chargées de les représenter au sein du CNT. Et l'article 3 de ce décret-là précise bien que chaque composante doit envoyer ou déposer des dossiers de candidature au double. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du M5 RFP, ils avaient 8 places. Donc ils devaient envoyer un dossier de 16 personnes.
Et c'est parmi ces 16-là, obligatoirement parmi ces 16-là, que le président de la transition devait choisir. Donc, il n'a pas le choix, il n'a pas le droit de choisir une autre personne que ces personnes-là choisies par la composante elle-même. Donc, c'était ça l'esprit du décret. Donc, à notre grande surprise, le décret final, ou si vous voulez, le décret 2020-239 du 3 décembre, a fixé la liste nominative des membres du Conseil national de la transition. Et ce qui est à déplorer, c'est que les autorités chargées de recevoir simplement les listes envoyées par les composantes s'est permis de tripatouiller en ne choisissant pas les candidatures proposées par les composantes, en choisissant eux-mêmes des personnes, souvent d'autres qui n'ont même pas déposé de dossier de candidature. J'ai entendu dire des preneurs sans demandeur, c'est-à-dire des gens qui ont été choisis alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et cela constitue une violation des textes que je viens tout de suite de toucher. Et par conséquent, le décret fixant la nomination des membres du Conseil de l'ordre viole les premiers décrets, notamment les décrets 142 et 143, portant respectivement modalité de désignation et répartition des clés des membres de la transition. Puisque tout simplement, il y a une modalité de désignation qui a été préalablement fixée, qui était que c'est les composantes eux-mêmes qui choisissent leurs candidats, ce qui n'a pas été respecté. Mon confrère Alifa va tout de suite vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Moi, je ne toucherai pas ces questions-là, mais il va vous les développer. Et également, en dehors de ces modalités de désignation qui n'ont pas été respectées, la clé de répartition même n'a pas été respectée. Et vous, les fêtières de la presse, vous êtes mieux placés pour savoir, puisque au départ, on vous avait attribué 4. Et au finish, c'est 2 que vous avez. Alors, sans monopoliser la parole, je m'arrête là et passer la parole à mon confrère Alifa pour qu'il développe davantage ce qui a été réellement violé, ce qui est réellement contraire à la loi et ce qui est réellement une irrégularité qui a été commise par les autorités de la transition. C'est vrai que nous traversons une période difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit piétiner la loi. Donc, sans tarder, je passe la parole à Maître Alifa Habib Koné pour son développement. Merci. Okay. Merci à mon excellent confrère, mon petit Flaquet, que j'appelle affectueusement le bobotin clair. Et merci à vous de la presse d'être venu prêter une oreille attentive. Merci au M5 et RFP
pour être resté encore debout depuis bientôt 1 an, ce n'est pas évident. Et merci tout simplement au peuple malien tout court de continuer à tenir. J'ai toujours dit qu'en fait, sans risque de me tromper, le Mali est une terre bénie. Une terre bénie parce que sans cela, je ne vois pas comment le pays serait encore debout. Le pays est debout et cela est surprenant quand vous prenez la multitude de violations de la légalité, notamment de la Constitution. Et dans ce processus, nous n'avons pas voulu communiquer par anticipation. Sinon, ceux qui sont dans les secrets des dieux savent que depuis le 27 janvier, la section administrative de la Cour suprême est saisie de cette requête tendant à l'annulation du décret de nomination des membres du CNT. Nous faisons encore confiance à notre justice, d'autant qu'elle vient de le prouver il n'y a pas très longtemps. Et nous nous disons, ces décrets de nomination des membres du CNT pourraient faire l'objet d'annulation pour au minimum, je dis bien au minimum 10 raisons. Pour une des rares fois, nous avons constaté au Mali un texte dont la spécificité principale est l'illégalité. Vous prenez ces décrets, il y a plus d'irrégularité là-dedans que de régularité. Au point où vous vous demandez si en fait des experts ont été associés à l'élaboration de ces documents. Et pourtant, on nous a dit que ces documents seraient l'œuvre d'experts. Bon, mettons experts entre guillemets peut-être. Moi, je n'ai pas été surpris parce que bien avant la prise de ces décrets, j'ai vu effectivement des experts défiler sur les plateaux télé et qui tendaient par anticipation à nous vendre la notion d'acte de gouvernement. Mais allons-y à l'université. Quand on parle d'acte de gouvernement, l'acte de gouvernement n'est pas né au Mali. L'acte de gouvernement, heureusement, découle d'une pratique bien établie, d'une pratique administrative. Et au jour d'aujourd'hui, la notion d'acte de gouvernement est complètement cernée. Et vous prenez ces décrets prétendument acte de gouvernement, il n'en est absolument rien. Mon confrère vous a effectivement déjà présenté les faits et la chronologie. Rien que 2 choses peuvent permettre facilement d'arriver à l'annulation de ces décrets et nous ne doutons à aucun moment que ces décrets seront annulés pour les biens, non seulement pour les biens du peuple malien, mais simplement pour la justice, l'honneur de la justice malienne et l'honneur même du droit malien. 2 choses importantes mais différentes, mais qui concourent toutes les 2 vers l'annulation pure et simple de ces décrets. Dans la pratique administrative, on parle du principe de légalité. Quand on parle bien entendu d'une république, si c'est une royauté, je ne me présenterai même pas devant vous aujourd'hui. Mais si je me trompe, vous pouvez me rectifier. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que nous sommes dans une république. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la constitution malienne du 25 février 1992 est toujours en vigueur. Jusqu'à ce que je ne sois contredit, la charte de la transition qui compléterait la constitution est toujours en vigueur. Et donc, ça voudrait dire que le principe de l'égalité s'impose à la République du Mali.
Sur le plan juridique, que veut dire le principe de légalité? Pas légalité L apostrophe, mais légalité en un mot. Le principe de légalité veut dire que tout le monde est soumis à la loi. Et quand on dit tout le monde, c'est non seulement les administrés, les citoyens qui sont vous et moi, mais surtout et principalement l'État. Ça veut dire que tous les actes que l'État pose doivent s'inscrire dans le cadre de la loi avec grand L. Et quand on parle de loi, c'est non seulement la Constitution, les lois votées à l'Assemblée nationale, mais également tout le corpus juridique qui existe au jour J. Et dans notre cas, ces décrets-là violent non seulement les principes de la hiérarchie des normes, qui voudraient qu'un texte ne viole pas un autre texte qui lui est supérieur. Et ces décrets violent non seulement la Constitution et tous les autres textes qui lui sont supérieurs, mais en plus, dans les principes de légalité, une autorité qui prend une décision ne doit pas violer une décision antérieure qu'elle-même a déjà prise. Oublions même la Constitution et tout le reste qui est supérieur à ces décrets. Prenons maintenant les actes de l'autorité même qui a pris les décrets. En l'occurrence, naturellement, le président de la transition. C'est la même autorité qui a signé la charte de la transition. Et que dit la charte de la transition? Que le CNT sera composé de certaines composantes qui sont citées, dont les M5 RFP. Ensuite, les décrets 142 et 143 sont pris pour dire, on précise maintenant le quota des composantes. Parce que le second décret répète en fait le contenu de la charte de la transition en disant voilà, c'est telle et telle composante qui peuvent siéger au CNT. Et le dernier décret fixe maintenant les quotas en disant pour les M5 RFP par exemple c'est 8 places. Mais ce qui est surprenant, le dernier décret qui est le 4e, qui pourrait être appelé en fait un décret d'application des 3 premiers, par surprise, viole les 3 que la même autorité avait déjà signés. Comme si au moment de signer les 3 premiers, l'autorité les a signés et après avoir signé, cette autorité s'est endormie et s'est réveillée un beau matin en oubliant ce qu'il avait déjà fait la veille. C'est ce qui n'est pas permis dans une république. Dans des mots simples, voilà principalement ce qui est reproché au décret. Au-delà de l'aspect juridique, prenez simplement l'aspect moral. Même sur les plans de la morale, ces décrets pêchent. Vous promettez à vos enfants aujourd'hui que demain vous allez leur donner 2 miches de pain et le lendemain vous dites non, j'avais oublié, je ne vous donne plus rien. Pour simplifier, c'est ça. Et c'est ce que la loi n'admet pas. Maintenant, si on rentre un peu dans les détails techniques, pour répondre un peu aux experts qui tentent de nous justifier l'existence de ces décrets, la démarche c'était quoi? En droit administratif, c'est ce qu'on appelle les principes de la nomination-désignation. En fait, l'autorité qui doit désigner, qui doit nommer, en réalité ne désigne pas. Et donc, c'est un pouvoir encadré. C'est comme si vous voulez traverser le fleuve, il n'y a qu'un pont, vous ne pouvez passer que sur le pont. Vous ne pouvez pas décider de passer en dehors du pont. Et donc, en droit administratif, c'est exactement ça le principe de la nomination-désignation. Et dans notre cas précis, de quoi s'agit-il? Les décrets pris par le président de la transition ont dit chaque composant a droit à un nombre. Si vous avez droit à 8 places, c'est vous qui vous asseyez et qui envoyez une liste. Et dans ce cas précis, on a dit chaque composante envoie le double de nom du quota dont il dispose. Et donc ça veut dire quoi? Que l'autorité
de nomination est obligé, je précise bien le mot, est obligé de désigner, disons, de nommer à l'intérieur de la liste qui lui a été proposée. Dès que les personnes finalement nommées ne sont pas parmi les personnes désignées, automatiquement le décret est nul et de nul effet. Tout simple. Deuxième des choses, le décret a violé les principes de l'égalité entre les citoyens. Là, ce n'est plus l'égalité en un seul mot, maintenant c'est L', égalité. C'est ça le principe de l'égalité entre les citoyens. Où est-ce que je souhaite en venir? C'est que dans une république, nul citoyen n'a plus de droits que l'autre. Et le décret a précisé une démarche en disant, si vous voulez être membre du CNT, non seulement ce sont des conditions cumulatives et voilà, vous devez être désigné par votre composante, mais en plus, il faut déposer un dossier qui sera examiné. Et nous avons énormément de preuves pour dire qu'aucun dossier n'a jamais été déposé, a fortiori être dépouillé et examiné. Nous en voulons pour preuve l'aveu d'un membre du CNT, qui est même vice-président, qui a déclaré publiquement que lui n'a jamais déposé un quelconque dossier parce qu'il n'était même pas preneur. Au début, nous n'y avons pas cru, mais nous avons eu la confirmation lorsque nous avons pris les décrets de nomination, parce qu'en réalité, lui, il a deux prénoms. Et nous pensons que son deuxième prénom serait peut-être le nom de son père. Mais si vous remarquez, prenez les décrets de nomination des membres du CNT, c'est son deuxième prénom, c'est par son deuxième prénom qu'il est désigné. Ça veut dire quoi? Qu'il y a même une erreur sur son identité. Et ça nous prouve qu'en fait, il n'a jamais déposé de dossier. S'il avait effectivement déposé un dossier, un acte de naissance, on n'aurait pas commis d'erreur sur son identité. Donc non seulement lui-même l'a dit et proclamé, mais les faits prouvent effectivement qu'il n'a jamais déposé de dossier. Qu'est-ce qui nous prouve que le choix n'a pas été fait parmi les personnes désignées? L'URD a dit sur tous les toits que ces membres qui seraient finalement nommés n'ont jamais été désignés par lui. ADP Maliba a dit la même chose et plein d'autres personnes. Maintenant, en plus, vous prenez un membre du RPM, lui aussi a dit qu'il est là-dedans à titre personnel, alors que les textes n'ont jamais permis que quelqu'un soit là-dedans à titre personnel. Et la dernière des choses, c'est qu'un membre du M5 RFP qui avait été désigné a démissionné, et quelques jours après, il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui, à moins que vous ne le démentiez, n'a jamais été membre du M5 RFP. Et donc, si vous mettez tout ça bout à bout, les avocats ont saisi la section administrative de la Cour suprême pour dire les décrets ne doivent même pas simplement faire l'objet d'annulation. En fait, il est inexistant. Et en matière de droit, que veut dire l'inexistence? L'inexistence d'un acte administratif voudrait dire que la justice doit considérer que cet acte n'a jamais existé, tellement il est cousu d'irrégularité. Donc, voilà résumé en termes simples notre démarche. Toutes les écritures ont déjà été déposées, et de notre côté et du côté du gouvernement, et jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons aucun argument que le gouvernement ait produit pour que ces décrets-là puissent rester dans
l'architecture juridique malienne. Maintenant, quelle est la bouée de sauvetage auquel on tentait de s'accrocher? On a tenté de nous sortir deux arguments de droit, bien sûr du droit administratif, mais les spécialistes sauront ce que ça vaut. On nous sort dans un premier temps les principes, disons, on est allé recourir à la période exceptionnelle. Mais nous avons hérité du droit administratif français. Et la pratique a eu à établir et à vraiment définir la notion de période exceptionnelle. Et toute période de crise en droit ne peut pas être assimilée à une période exceptionnelle. C'est ce que les experts ont peut-être dû oublier. Je commence par la notion d'acte de gouvernement avant d'en venir à la notion de période exceptionnelle. En droit, on voudrait que l'acte de gouvernement soit un acte qui est insusceptible de recours devant la justice parce que la pratique administrative l'a prévu. Et c'est par exemple quoi? L'exemple le plus patent, c'est lorsque les députés sont élus, l'acte de nomination que le président de la République prend pour les désigner. Ou le président de la République, lorsqu'il décide de dissoudre le gouvernement, ou lorsqu'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Ces actes-là sont insusceptibles de tout recours. Et donc, on voudrait nous faire croire que les décrets nommant les membres du CNT fait partie de la classe des actes de gouvernement. Nous disons que c'est faux et archi faux. J'ai déjà dit que les principes de légalité exigent que les actes antérieurs pris par une autorité, il les respecte, ne serait-ce que sur le plan moral. Et sur ce plan moral, vous prenez la charte de la transition, elle définit des principes de la transition à son article 1er. Et que dit cet article 1er de la charte? Les valeurs et principes sont l'inclusion, la neutralité, la transparence, la justice et l'impartialité. Est-ce que vous voyez ces principes-là dans les décrets nommant les membres du CNT? Moi, je ne vois pas. En termes d'actes de gouvernement, pour répondre à nos experts, nos experts disent donc que leur acte-là serait un acte de gouvernement et donc insusceptible de tout recours. Mais si vous prenez la charte de la transition et les deux autres décrets que j'ai signés, je vous ai dit c'est comme un pont qu'on a érigé sur lequel vous devez passer. Si vous ne passez pas là-bas déjà, votre acte est nul. Et qu'est-ce que la pratique française dit par rapport aux actes de gouvernement? La pratique française dit qu'il faut que l'acte de gouvernement s'inscrive dans deux catégories. C'est soit la politique intérieure laissée à l'appréciation de l'autorité qui prend l'acte, comme j'ai expliqué là les deux exemples que j'ai donnés, la nomination des membres du gouvernement, par exemple la dissolution de l'Assemblée ou du gouvernement, ou que ce soit un acte inscrit dans le cadre des relations internationales. Lorsque le président de la République décide, par exemple, d'aller vers la signature d'une convention internationale ou de ratifier, est-ce qu'on est dans l'un ou l'autre de ces cas? Non. Et donc, on n'est pas dans le domaine des actes de gouvernement. Le deuxième argument qu'on a tenté de nous sortir, on nous dit, ah, si ce n'est pas un acte de gouvernement, c'est qu'il se justifie par
la période exceptionnelle. Et nous avons dit, toute période de crise n'est pas une période exceptionnelle. Et à partir du moment où la charte de transition est adoptée, on ne peut plus considérer qu'on est en période exceptionnelle. Et même en période exceptionnelle, le droit encadre les actes qu'on peut prendre et justifier par les circonstances exceptionnelles. Le premier encadrement, c'est quoi? Il y a 3 conditions. C'est l'impossibilité pour l'autorité administrative d'agir légalement. Ça, c'est la première condition. On agit en dehors de la loi et on les justifie par la période exceptionnelle lorsque on n'a aucun moyen d'agir conformément à la légalité. Pour les présidents de la transition, qu'est-ce qui était le plus facile de se conformer à la loi plutôt que de nommer des gens qu'on ne connaît pas? Dites-moi. La loi, les différents décrets que vous avez signés vous disent exactement comment vous devez procéder. Est-ce qu'il est plus difficile de procéder conformément à cela que de faire comme on a fait? Au point où 2 personnes avec la même identité se retrouvent le jour de la rentrée et chacun revendique sa présence sur la liste qui a été établie. Donc, si on revendique la période exceptionnelle, ça ne se justifie pas parce que le président de la transition avait la possibilité d'agir conformément au droit. Et il revient donc à lui-même de prouver qu'il lui était impossible de respecter la loi. Et je crois que ce sera difficile pour lui de le faire. La deuxième des choses, c'est que au cas où on était en période exceptionnelle, il faut faire la preuve que les circonstances de la période exceptionnelle continuent à prévaloir. Et je vous ai dit, à partir du moment où la charte de la transition est adoptée, on sort de la période de crise, de la période exceptionnelle. Deuxième condition qui n'est pas respectée. Et maintenant la dernière, qui est la plus importante, c'est qu'il faut faire la preuve qu'il y avait une nécessité absolue de faire recours à la violation de la légalité. Est-ce qu'on peut nous dire que violer les règles de désignation des membres, de nomination des membres du CNT qui avaient été fixées était une nécessité qui pouvait se justifier et que c'était dans l'intérêt du pays? Moi, je ne crois pas du tout. Donc, après avoir épluché tout cela, nous sommes arrivés à la conclusion que les décrets portant nomination des membres du CNT ne méritaient pas de rester dans notre arsenal juridique malien parce qu'ils ne nous faisaient pas honneur. Et c'est pourquoi nous avons pris sur nous la responsabilité d'attaquer ces décrets et nous n'avons nul doute que ce décret sera annulé purement et simplement. Maintenant, je voulais faire une précision. C'est qu'on avait voulu que ce soit un point de presse, mais je ne sais pas, la matière est éminemment technique. On pourrait faire exception en prenant quelques questions qui nous permettraient d'approfondir, mais on souhaiterait que les gens soient concis et précis pour qu'on puisse vraiment vous donner les explications qu'il faut. Et c'est vraiment sans tabou. Si vous avez des interrogations, posez-les. Et je suis sûr que si ça ne touche pas au secret de la procédure, nous allons tout faire pour vous répondre. Merci. Donc on va prendre 5 questions.
toutes les questions. Ok, je vais noter. Je vais noter comme ça, je mets ici. Voilà. Maintenant, Les journalistes. Les journalistes seulement. Hein. Nous n'avons que des femmes, des hommes. Terminé, Moussa. Moussa, terminé. Bonjour tout le monde. Bonjour chers avocats. Ce que moi je souhaiterais savoir, pourquoi vous n'avez pas dénoncé le fait même de la, comment on appelle, le fait même de la violation du principe de séparation des pouvoirs. Parce que ce soit les autorités, que ce soit le président, le vice-président, ils constituent des autorités administratives. Donc, la séparation des pouvoirs a bien été établie depuis 1789 par Montesquieu, John Locke et Aristote. Donc, le président est incompétent à la matière, il a incompétence rationnelle personnelle. Donc, il y a même un président à la matière, si vous vous rappelez, au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rejeté une partie du règlement intérieur au motif qu'il y a violation du principe de la séparation des pouvoirs. Que le questeur de l'Assemblée ne peut pas être nommé par les autorités administratives. Donc, j'aurais souhaité que vous ajoutiez, si vous l'avez oublié, pourquoi. En même temps, qu'est-ce qui justifie aussi la lenteur de la décision de la Cour suprême? Merci. Narcisse, bonjour, ça c'est Narcisse Gauthier du journal Mali Demain. Alors ma question rejoint la dernière question de mon confrère. Je voudrais savoir jusque-là quelle a été la réaction de la Cour suprême. Merci. en gros, Merci. Moi, c'est tout par rapport au dossier, au dépôt de dossier des membres du CNT. Je voudrais savoir, vous avez dit un de vous à désister. Je voudrais savoir, est-ce que celui qui a dit avait déposé ses dossiers au niveau du CNT? Est-ce qu'il avait déposé ses dossiers? Merci. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Hein. La question n'est pas comprise. Je dis, vous avez dit qu'il y avait un membre de M5 apparemment avait désisté au poste du CNT. Je voudrais savoir, est-ce que ce dernier avait déposé ses dossiers? Pour qu'il soit. On va répondre à ça. Oui, c'est compris. Mamadou Togola, Il avait dit à l'époque qu'il n'a pas de C'est ça. Merci. Moi, je voulais savoir, peut-être par rapport au délai, je voulais savoir est-ce qu'il y a un délai par rapport à la procédure. Et par rapport au décret du président, je voulais savoir si en droit administratif, la théorie du pouvoir institutionnel peut le dernier degré du président de la République. Merci. Camara et le Parlement. Bonjour, Monsieur Stéphane, journal de l'État. Je vais formuler la question. Quand est-ce que la Cour rendra son verdict par rapport à ce dossier? Merci. Moussa terminé. Ok, d'accord. Donc, voilà les questions des avocats. Donc on peut répondre. Laquelle tu vas répondre? Je demande si le président
Avoir été violé. Bon, les questions de délai là pour répondre quand est-ce que la Cour quelle a été la réaction de la Cour, quand est-ce qu'on aura une décision, tu peux répondre la date de délibéré. Voilà. Je ne sais pas. Tu commences ou je commence? Vas-y, vas-y. Merci pour les questions. La décision de justice, ou en tout cas avoir une idée de la date. Alors, sur cette question, je ne saurais vous dire, malheureusement je ne saurais vous dire quand est-ce que la Cour va rendre sa décision. Vous savez, en matière de justice, lorsque vous introduisez un recours, notamment au niveau de la Cour suprême, la Cour instruit le dossier. Les parties déposent leurs mémoires respectives et puis on désigne un juge qui va faire un rapport. C'est lorsque ce juge-là finit de rédiger son rapport que la Cour programme le dossier pour être jugé et mis en délibéré. À l'état actuel des choses, nous avons fini d'écrire. La partie adverse a fini d'écrire et un juge rapporteur a été désigné, mais qui n'a pas encore fini de faire son rapport. En tout cas, pour le moment, on ne nous a pas envoyé un avis pour nous dire à tel jour, à telle date, l'audience se tiendra. Donc, on attend, on est dans l'attente tout comme vous, et on est aussi pressé d'avoir une date tout comme vous. Voilà. Et quelqu'un avait posé aussi la question de la réaction de la Cour suprême par rapport au recours. Là aussi, je ne saurais vous dire sa réaction. Elle ne doit même pas avoir une réaction lorsqu'elle est saisie d'un recours. Elle se doit simplement de recevoir les parties et de trancher entre elles. C'est tout ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas à avoir une réaction surprise ou une réaction, je ne sais pas, enthousiastique. Voilà. Et une autre question par rapport aux membres du M5 dont on faisait cas tout de suite, qui avait démissionné, s'il avait déposé un dossier de candidature. Alors moi, je ne saurais le dire. Mais au dire de l'intéressé lui-même, il a été démarché. C'est ce qu'il a dit et je sais que vous avez la réponse puisque je l'ai suivi sur la page de beaucoup d'entre vous. C'est l'intéressé lui-même qui dit qu'il a été démarché et que comme ça ne s'inscrivait pas dans l'esprit du M5 RFP, il démissionne. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, les restes des questions, je laisse à mon aîné de vous apporter des réponses. Merci. Ok, je vais tenter de compléter mon confrère. En fait, pratiquement, l'essentiel des questions portait sur les délais. C'est un peu ça le problème. La justice, normalement, elle ne parle pas, elle ne commande pas, elle prend des décisions, elle rend des décisions. Mais ce qu'il faut dire, ça c'est un principe qui fait partie des droits de l'homme, c'est que tout justiciable a droit à ce que sa demande soit examinée dans un délai raisonnable. Comme mon confrère l'a expliqué, toute la procédure d'échange d'écriture est totalement bouclée. Un juge rapporteur a été désigné et nous attendons simplement qu'il dépose son rapport et à partir du moment où il dépose son rapport, le dossier est enrôlé pour être jugé. Donc, on pourrait vous dire que dans un délai raisonnable, on pourrait même dire dans une date qui ne saurait tarder, normalement, le dossier devrait être enrôlé. Si ce n'est pas le cas, nous avons des recours au niveau national et même au niveau international sur la base des principes de fonctionnement de la justice et des droits de l'homme pour obtenir une décision rapide. J'ai commencé par dire que nous avons confiance en notre justice.
quand tout tombe, c'est normal la justice qui doit maintenir la maison debout. Et nous ne doutons pas que nos juges soient appelés à prendre leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités. Si ce n'est pas le cas, je crois que vous et nous aurons les moyens de traiter de cela. Mais à l'état actuel des choses, nous n'avons aucune raison de douter de la célérité de la procédure. Pour le moment, nous sommes dans les délais normaux et nous pensons que nous allons rester dans ces délais. Quelle autre question? Principe de séparation des pouvoirs. Oui, en la matière, normalement, vous savez que les membres du Parlement ne sont pas nommés. Mais l'exception, c'est que nous n'avions plus de Parlement et il fallait trouver un organe qui fait office. Et c'est la charte de la transition qui a mis la forme. C'est vrai qu'à ce niveau, déjà, des procédures auraient été possibles. Et c'est ce qui est grave. En fait, ce qu'on reproche au décret, ce n'est même pas seulement les principes généraux de fonctionnement, mais c'est simplement une promesse à travers des premiers décrets qui ont annoncé un dernier décret. Et à l'arrivée, ces derniers décrets fait fi de tout ce qui s'est passé. Comme si la République avait arrêté de fonctionner à partir du moment où on a pris la charte de la transition, à partir du moment où on a pris les décrets 142 et 143. On a fait table rase, on a effacé tout ça. Et pourtant, vous allez au journal officiel, ces décrets sont encore existants. On ne peut pas les ignorer. Donc ici, le plus grave, ce n'est même pas le principe de séparation des pouvoirs, mais c'est le respect de la parole donnée qui est traduite dans le fonctionnement de la justice et qui est traduite en matière de droit, qu'on appelle le principe de légalité, qui voudrait qu'on n'oublie pas l'antériorité des actes qu'on a déjà pris et qu'on se conforme à ces actes. Si on ne veut pas se conformer à ces actes, ben on les modifie. Mais tant qu'ils ne sont pas modifiés, c'est le copie juridique et on est obligé de rester en conformité avec ces actes. Surtout que c'est la même autorité qui a pris ces actes. C'est ce qui est incompréhensible. Voilà. Et quelqu'un a demandé si le principe de le droit discrétionnaire. J'ai commencé par planter le décor en disant qu'ici, il s'agissait d'une nomination-désignation. C'est un pouvoir lié. On oppose les pouvoirs liés au pouvoir discrétionnaire. Si c'est le pouvoir discrétionnaire, c'est exactement comme en matière de dissolution de l'Assemblée nationale où, voilà, pas plus tard que la semaine dernière, le décret de nomination des membres du gouvernement a été rapporté. Qui a protesté? Qui a fait un recours? Parce qu'en la matière, il n'y a pas de recours. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Et qui se formalise qui se concrétise par ce qu'on appelle des actes de gouvernement, donc insusceptibles de tout recours. Mais de là à confondre maintenant l'application de plusieurs décrets successifs, la violation de l'application de plusieurs décrets successifs, ce n'est pas possible. Donc ici, c'est un pouvoir lié et je vous ai pris l'exemple du pont. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et vous prenez la composition du CNT aujourd'hui. Les différents décrets avaient donné des critères de désignation, au-delà même de la désignation. Il y a un critère important qui a retenu mon attention. On vous dit qu'il faut être de nationalité malienne. Qui vous certifie aujourd'hui que tous ceux qui sont au CNT aujourd'hui sont maliens? Qui peut vous les certifier? Sur la base de quels documents? C'est ça. Parce qu'on vous demande de déposer un dossier et j'ose croire que dans ce dossier, il devrait y avoir un certificat de nationalité. Parce que les critères disent qu'il faut être de nationalité malienne. Mais si personne n'a déposé de dossier, qui vous dit aujourd'hui que tous les membres du CNT sont maliens? C'est ça la gravité de la chose. Parce qu'on pose des actes sans en mesurer la gravité. Et on vous dit qu'il faut être de moralité. Qu'est-ce qu'on dit? Je prends le décret lui-même. Hein. Voilà, on vous dit être de très bonne moralité. Qui a vérifié la moralité des membres du CNT? On vous dit qu'il faut avoir les compétences requises.
Sur quelle base a-t-on vérifié les compétences requises? Et on vous dit qu'il faut n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. C'est ça le plus important. Qui d'entre eux a déposé un casier judiciaire? Donc vous voyez la gravité de la chose. Et c'est pourquoi nous disons qu'en fait, que les décrets de nomination des membres du CNT ne doivent pas faire l'objet d'une simple annulation, mais la Cour doit déclarer ces décrets inexistants, comme s'ils n'ont jamais existé. Donc voilà, je ne sais pas si en 2 mots, nous avons pu simplifier le contenu de la procédure de sorte qu'il soit accessible au public, mais notre souhait, c'est que le public comprenne les enjeux et comprenne les irrégularités graves qui affectent ces décrets de nomination des membres du CNT. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de dire félicitations aux membres du M5 RFP, félicitations aux membres du M5 RFP et encore félicitations aux membres du M5 RFP. Je ne sais pas si le confrère a quelques mots à ajouter. Bon, moi je voudrais juste ajouter un dernier mot. C'est-à-dire ce que mon confrère Alifa vient de dire, c'est extrêmement important. Lorsqu'on définit des critères que les candidats doivent remplir pour pouvoir prétendre siéger au niveau du CNT, ces critères-là, il faut les respecter. C'est très simple de pouvoir prouver sa nationalité. Vous faites un certificat de nationalité. La bonne moralité, vous faites un certificat de vie et de bonnes mœurs où on fait une enquête sur vous. Mais prenez les gens comme ça, les mettre dedans, en violant l'article 2 du décret même qui fixe ces conditions-là, j'ai dit c'est extrêmement grave. Ce qui a retenu aussi mon attention, c'est qu'on a nommé des gens. On a en tout cas nommé des gens sans pour autant nous dire qui appartient à tel groupement. Vous regardez l'ossature du CNT aujourd'hui, on ne sait pas qui appartient à quel groupe. On aurait pu préciser cela dans les décrets de nomination. Dire, voilà les 8 membres du M5 RFP que nous avons en tout cas choisis et qu'eux, ils ont désignés. Voilà les 4 membres de la presse qu'ils ont désignés et que nous avons nommés. Voilà les nombres des forces armées, en tout cas des forces de sécurité, qui ont été proposées par eux et que nous avons nommés. Ça aurait simplifié les choses. Ça aurait permis de voir qu'il y a eu au moins un peu de transparence. Cela n'a pas été fait. Et lorsque on ne sait pas qui appartient à quelle composante, c'est la cacophonie et ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit. Donc, comme mon confrère a eu à le dire, ce décret, en tout cas, au-delà de son annulation que nous avons demandé, doit simplement être déclaré inexistant, comme si il n'a jamais existé. Alors, je finirai par joindre ma voix à Alifa pour dire au M5 RFP, félicitations et courage. Félicitations et courage, puisque c'est vraiment courageux aujourd'hui de se lever et de demander l'annulation d'un tel organe. Il faut oser et ils ont osé. Donc, tout le mérite leur revient. D'ailleurs, même toute cette situation leur revient, puisque sans eux, ni le président, ni le vice-président, ni le CNT n'allaient avoir le jour. C'est leur lutte. C'est leur lutte qui a permis cela. Même si ça n'a pas été, en tout cas,
c'est pas comme ça qu'ils auront voulu que ça soit. Mais encore une fois, nous les remercions. Et nous espérons que la justice sera courageuse comme elle a été dans un passé très récent dans d'autres dossiers. Je vous remercie. Merci bien les éminents avocats. La presse a été bien éclairée. On peut dire que la Cour aussi a été bien éclairée. Merci bien. Et bonne chance pour ce dossier. Merci. Qu'est-ce que se passe? La presse. Merci. On va faire une suspension de 2 à 3 minutes. Les avocats vont Tu as ton téléphone dans la rive, on fait une photo. Moi, je vais prendre avec toi. Moi, mon téléphone est avec mon collaborateur. Ah, et celui-là. Non. C'est pas pour Les miens, je les éteins. Là, il faut l'allumer. Moi, j'ai donné à mon collaborateur que je ne vois pas. Ah, ok. Parce que j'attendais des appels assez importants. C'était déjà là. Les éminents, vous retirez maintenant, c'est bon? Oui, on vous laisse faire une photo. Ah, vous voulez faire une photo? Oui, mais mon téléphone ne s'allume pas. Demander à quelqu'un de nous la faire, c'est quand même un souvenir. Voilà, merci. Vraiment, Merci. C'est Diallo. Oui, Diallo. Merci beaucoup. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Voilà, ok. On fait notre dernière photo, assieds-toi. Il va la faire. Après, vous nous envoyez. Ok. C'est flou? Vous pouvez les prendre. Attends, on va faire une photo à toi. Ouais, ok. Allez-y. Allez, c'est là. Ok. C'est ça. Oui, faites la photo à 2, après on fera. Ok. Donc, Diallo, assieds-toi rapidement. J'ai un peu de prendre, je ne le vois pas. Ah. C'est bon, oui, président, c'est bon. Vous pouvez venir, venez. Non, c'est bon. Venez. Non, attendez, le président. Debout. Debout, Ok, voilà, on ok. va faire debout alors. Ah? C'est bon. Ah, merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Bon, les membres de Ah, ok. Oui, allez, bon, c'est ça. Ah oui, merci à Ah, c'est clair. Je vais envoyer à On a installé pour lui. Non. On introduit on va prendre juste une demi-heure. Oui. Mundaga.
Anne, appelez Muntaga. Quand les gens vont poser des questions. Non, c'est-à-dire Il n'y a pas de questions. on va faire un point de pause. Oui. Pour éviter qu'on pousse à dire des choses. On va juste expliquer un peu ce qui s'est passé récemment. On peut commencer? Ok, merci bien. Mesdames et messieurs de la presse, c'est un léger point de presse que nous allons faire. Je précise, un point de presse à l'effet de vous exposer le déroulé des derniers événements pour éviter toute forme de spéculation, parce que le M5 a l'habitude, comme vous le savez, d'expliquer tout ce qu'il fait à l'attention de ses militants, des Maliennes et Maliens de l'intérieur de la diaspora. Et donc nous avons fait 2 communiqués depuis la nomination du Premier ministre qui ont suscité beaucoup de débats dans l'opinion, dans les réseaux, dans les médias. Nous avons estimé qu'après l'intervention de nos avocats, nous allons demander à 1 ou 2 de nos camarades de vous faire une explication de texte, en quelque sorte, à l'attention de l'opinion publique de nos 2 déclarations, pour lever toutes sortes d'équivoques. C'est l'objet de ce léger point de presse. Si vous permettez, je vais laisser la place à Maître Tal, qui va faire l'exercice à notre nom, et éventuellement complété par 1 ou 2 camarades. Et on va vous demander vraiment la permission. C'est un point de presse. Merci bien. Mental. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le message que j'ai été chargé de vous transmettre au nom du comité stratégique du M5 RFP ne sera pas long. Je vais juste vous rappeler que du 5 juin 2020 à aujourd'hui, notre démarche ou nos démarches, toutes nos démarches ont été frappées du sceau de la cohérence et du patriotisme. Jamais nous n'avons varié en fonction des événements ou en fonction de tel ou tel intérêt. Le fil d'Ariane, le fil conducteur pour nous a été le Mali et son intérêt. Rappelez-vous, au lendemain du 20 août, toutes les discussions que le M5 a eues à l'époque avec le CNSP ont achoppé sur un seul point. Au-delà des aspects institutionnels, au-delà de la nomination d'un président, de la désignation d'un premier ministre et de la mise en place d'un gouvernement, qu'allons-nous faire ensemble? C'est quand nous n'avons pas eu de réponse à cette interrogation majeure que nous nous sommes retrouvés à la marge de la conduite des affaires. Mais pour nous,
Nous l'avons dit à l'époque, nous répétons aujourd'hui parce que je l'ai dit, nous restons cohérents. On peut, lorsque l'on veut, quel que soit le poste où l'on se trouve, apporter sa contribution à l'édification nationale. De ce point de vue, le M5 n'a jamais été pris à défaut. C'est après avoir prôné la conduite de la transition avec les deux légitimités du moment que nous avons dit, malgré le fait que nous ayons été mis à l'écart, nous soutenons la transition. Il est arrivé un moment où, au vu de l'action gouvernementale, nous avons été amenés à dire « Attention, les déviations deviennent nombreuses. Nous devons nous organiser pour obtenir la rectification de la trajectoire de la transition pour aboutir à une refondation du Mali. » Nous nous sommes, nous M5, engagés dans cette voie. Afin que ce que nous demandons ne soit un slogan creux, le 21 janvier, nous avons fait une lettre au président de la transition pour lui dire « Parlons Mali et rien que Mali ». Il y a 2 semaines, nous avons été reçus. Au cours de l'audience, publiquement, nous avons dit que nous avons 10 mesures, 10 points, contenant 17 mesures dont l'application, sans aucun doute, et par la volonté du bon Dieu, pourrait permettre au Mali de s'en sortir. Devrait permettre au Mali de s'en sortir. Après cette rencontre, quelques jours après, nous avons appris, comme vous, comme d'autres Maliens, que le Premier ministre a présenté sa démission, mais qu'il a été immédiatement reconduit dans ses fonctions. Nous avons attendu 48 heures pour comprendre. Au bout des 48 heures, nous avons dit, nous avons l'impérieux devoir d'informer nos compatriotes, le peuple malien et nos militants sur ce qui se passe. Là-dessus, nous avons fait une déclaration dans laquelle nous avons réaffirmé le fait que nous n'avons été ni consultés, ni informés, ni associés à quoi que ce soit. Et qu'à partir de ce moment, il serait difficile de dire que ce qui est arrivé concerne le M5. Nous nous en sommes tenus à cela. Le lendemain de cette déclaration, un émissaire du Premier ministre a saisi le président du comité stratégique du M5 pour lui dire son souhait de nous voir participer à l'action gouvernementale. Nous réunissons autour de cette demande, dans toujours un souci de cohérence, nous avons fait une lettre au président de la transition pour lui rappeler que nous lui avons remis un document en 10 points comportant 17 mesures, qu'il est important que nous ayons une réponse articulée autour d'un certain nombre de préoccupations majeures. Quelles sont ces décisions par rapport à ces 17 mesures? Si elles sont acceptées, de quelles garanties disposerions-nous pour être sûrs qu'ensemble nous allons sortir le Mali de l'ornière? Et enfin, selon quel chronogramme chiffré? Au moment où nous parlons,
nous n'avons pas de réponse à cette question. Entre-temps, le Premier ministre a souhaité nous rencontrer. Une délégation a été envoyée qui a joué tout son rôle et tenu toute sa place en rappelant en substance ce qui vient d'être dit. La délégation a noté les offres qui ont été faites. Mais au-delà des offres, nous attendons la réponse à la lettre adressée au chef de l'État, président de la transition. C'est sur ces entrefaites, mesdames et messieurs, que s'est tenue la conférence de presse d'aujourd'hui. Le point de presse d'abord des avocats. Je dois préciser que la décision et la programmation de ce point de presse des avocats est antérieure à la démission et à la reconduction du Premier ministre. La première date n'a pas été tenue en raison de l'indisponibilité des avocats et c'est hier à 22h30 que Maître Alifa est rentré de son dernier voyage pour pouvoir se présenter à vous ce matin. Donc il n'y a pas de relation de cause à effet entre ce qui est en cours et ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nous, et je vais en terminer par là, par souci de cohérence, je rappelle que toujours nous avons dit qu'il y avait deux légitimités au Mali. Que c'est en marchant ensemble que ces deux légitimités peuvent permettre de refonder le Mali et de le changer. Nous restons convaincus que seule une telle démarche peut nous permettre de nous en sortir. Nous restons pour ce qui nous concerne, nous M5 RFP, conscients de leurs responsabilités, dédiés à la cause du Mali. Jamais intéressés par des intérêts personnels au-delà de l'intérêt général. Et c'est sur cette base que nous prendrons nos décisions définitives. Nous avons entendu et lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la presse. Les seules choses qui nous engagent sont nos déclarations. Notre dernière déclaration remonte à 36 heures et pour comprendre notre position, il faut s'y référer et cette position est simple. Nous restons dans l'attente de la réaction du président de la transition sur les points que nous avons soulevés. Avec ou sans réponse, nous allons à nouveau nous réunir et vous serez, croyez-nous, pleinement informés de la décision finale du M5 qui, au moment où je parle, n'a pas pris la décision de participer à l'équipe gouvernementale. Je vous remercie. Ambalmo, on est Nyakuma. M5 a bi conférence de presse. Devrait être une position de ta kosaina ka nyefol kawe ala ka famille di awma ala. Muntakata ya kuma ba fo 600 to Ghana. Ne bina dakur nyenkele fo la bamanangana. Muntakata ya jira ka fo M5 e communiquer fla de ke. Follow. Oye mun fɔ k'a fɔ aw ye gouvernement bini mɛn cogo min ani wani ka sigili kura aw y'a mɛn cogo min anw fana y'a mɛn o cogo de la donc an ye communiqué kɛ k'a fɔ an ma participer o la hawi wɛrɛ fana t'an la an y'a constaté dɔrɔn communiqué filanan o ye mun fɔ. A ko
an ka don gouvernement na M5 ka don gouvernement na an ye wani jaabi ka fa ye an ye tagabolo 10 min dajira bandaw la an ma jaabi sɔrɔ fɔlɔ an b'o jaabi makɔnɔ n'o tɛ an da tɛ don gouvernement ko kuma na o position fila bɛ faamuya cogo di pour que a bɛ faamuya an bɛ hakililajigi kɛ fɔlɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ɲɛna ko M5 ɲɛmɔgɔw u ta tɛ maliko ye tiɲɛnikɛlaw de don u t'a fɔ ni mɔgɔ si ka jɛ an b'o jaabi ni mun ye M5 fɔlɔ de ye a ɲini CNSP mɔgɔw fɛ k'a fɔ jalama nalen pour que jamana ka intérêt ka taa cogo la a ye na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko M5 t'a fɛ ka baara kɛ olu fɛ yan anw de fɔlɔ y'a fɔ partenariat stratégique an n'u ye ɲɔgɔn ye hakɛ t'a la an bɛnna fɛn caman kan nka jɔn de kelen taara a ko bɛɛ kɛ k'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ olu de y'o kɛ a ka kan an k'o fɔ aw ka aw hakili la jigi o la bari n'i y'a ye k'i ni mɔgɔ bɛ jɛ ko la fɔ danaya de ka kɛ olu ye danaya in sɔsɔ siɲɛ caman an n'u bɛnna fɛn caman kan a si ma bɔ a sira fɛ o ye fɔlɔ ye filanan hakililajiginna gouvernement fɔlɔ min sigira wani fɛ a ye mɔgɔ bila ka na k'a fɔ M5 mɔgɔ a ye na an ka kuma gouvernement sigili la an tagara ne yɛrɛ de tun ye délégation ɲɛmɔgɔ ya don a kɛra dimanche an y'a hakilinataw fɔ ɲɔgɔn ye a ko a ma aw ye min fɔ anw bɛna taa kuma fɔ sanfɛla la n'an bɛnna min kan jaabi bɛ segin aw ma o kɛra dimanche midi lundi an ye gouvernement ye i n'a fɔ aw y'a ye cogo min fo ka se bi ma hali ka M5 mɔgɔw wele bonya yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ k'a fɔ k'o taara bolo min kan o bɛ danaya sinsin wa o b'a lagosi n'o mɔgɔ kelen nana o cogo kelen na ko a ye na to an ka kuma o cogo kelen na aw bɛ mun de fɔ o la M5 y'i yɛrɛ minɛ de o sinon M5 tun kan k'a fɔ i n'an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ min kɛ o jaabi d'a ma fɔlɔ o jaabi ma s'a ma fo ka se bi ma donc M5 mɔgɔw ma fɛn wɛrɛ fɔ o n bɛ segin o kan Muntaka Tall y'a fɔ sisan depuis baara in daminɛ na depuis an ni colonel ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ min na Kati u ko a ye na an ka gouvernement tila anw bɛ nin ministère nin ta aw ta ye jumɛn ko ye M5 ye jaabi min d'u ma n bɛ segin a kan k'a fɔ anw ma na gouvernement poste tilali kama anw nana de an ka bɛn fɔ la an bɛna mun de kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye gouvernement in sigi a bɛna taa baara jumɛn de kɛ an ye min ye kɔsa in na o ye tiɲɛ di M5 ma dɛ bari an tun t'a dɔn k'a fɔ n'an bɛna transition sigi sen kan fanga bɛ boli sira kuntan mun kan n'o bɛna bila ou bien n'a bɛ continuer o kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ a continuera o de kan donc o bɛ jo di M5 ma k'a fɔ yanni ni mɔgɔ ka jɛ k'aw bɛ gouvernement sigi a ye bɛn aw bɛna taara baara kɛ min kan fɔlɔ n'aw ma bɛn o kan o tuma a kɛra partage du gâteau de M5 bɛ k'o défend depuis que IBK binna fo ka se bi ma u y'an weleli min kɛ kɔsa in na tugun o kɛra o cogo kelen la a y'a sɔrɔ janvier M5 ye lettre ci bandaw ma k'a fɔ an b'a fɛ i n'an ka sigi ka kuma bari anw ta ye maliko de ye an tɛ poste ɲini na anw ta ye maliko de ye a bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min M5 ma transition condamné o waati bɛɛ o n ko an ye soutien de kɛ mais an nana déclaration kɛ waati min k'a fɔ a tagabolo bɛ nin k'an kamana gan o y'a sɔrɔ fɛn caman kɛra minnu b'a jira k'a fɔ IBK ka waleya kɔrɔw de bɛ senna halisa i t'a fɛ i ni mɔgɔ min ka baara kɛ i b'a fɔ k'i n'o ka sigi ka kuma donc o b'a jira encore une fois que M5 b'a fɛ ka baara kɛ ni bandaw ye janvier a ye kalo joli kɛ n'a ma sɛgɛ ci an na kɔsa in na ka tila ka lettre ci k'a ye na an ko ma ni maliko don fierté ko tɛ o la fɛn tɔ an bɛ taa an tagara an y'a fɛta fa ye tagabolo 10 kan fo ka se bi ma an ma jaabi sɔrɔ o la n'a y'a sɔrɔ bonya bɛ yen
atuanga fo a M5 mɔgɔw a ye nin fɔ a ye n'an ka dɔ fɔ a la an bɛ se ka bɛn min k'a la a n'an tɛ bɛn min k'a la n'o jaabi sɔrɔla o tuma an b'a dɔn n'an bɛ taa gouvernement na n'an tɛ taa gouvernement na o ma kɛ fo an y'a mɛn ten k'a kɛra nin cogo in na anw fana ye lettre jaabi di k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ kan kelen pe de kan depuis IBK binna fo ka se bi ma an ta ye Maliko ye wa an t'an sen don foyi kelen na fo an k'a dɔn an bɛna taa min kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka don gouvernement nin base ka ten o ka tila k'a fɔ ko ayi ko crime économique k'o ka bila kɔfɛla la ko mɔgɔ minnu fagara k'o ka bila kɔfɛla la ka tɔ bɛ fɔ k'a bɛ ka o tuma an bɛ mun kɛ o y'a sɔrɔ an donna ka ban donc an bɛ fɛn kelen pe min ɲini u fɛ 10 points o k'a f'an ɲɛ n'u sɔnna a bɛ waleya cogo min et puis calendrier min b'a la wallahi M5 kan ka garantie demander parce que nkalon tigɛra an ye siɲɛ caman parce que bɛnkan sɔsɔra siɲɛ 100 o de y'a to an ko garantie ni mɔgɔ ma garantie ko faamuya a kɔrɔ y'o de an cɛ an lamɛnni na. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais toucher un point, parce que je constate que souvent, il y a une confusion concernant ce terme-là. C'est la question de l'inclusivité. Les gens disent, ah, le M5 a demandé la dissolution du gouvernement, le président de la transition l'a fait. Et tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques ou ceux de la société civile, ont demandé qu'il y ait plus d'inclusivité, et même la CEDEAO qui dit qu'elle soutient la transition, la CEDEAO aussi dans ses recommandations a dit qu'il faut plus d'inclusivité. Mais lorsqu'on parle d'inclusivité, beaucoup de gens pensent que l'inclusivité là, ça veut dire on fait de la place dans le gouvernement pour tel ou tel acteur. Ce n'est pas la conception que le M5 a de l'inclusivité. Pour nous, l'inclusivité, c'est déjà au moment où on prend les décisions, c'est de participer à la prise de décision. Pour nous, c'est ça l'inclusivité. Les autres camarades l'ont expliqué. Entrer dans un gouvernement, si on voulait le faire, depuis Soubeka, on nous avait proposé. On a dit non, ça ne nous intéresse pas parce que cette équipe-là n'est pas capable de changer le Mali. On veut un changement au Mali. Cette équipe n'est pas capable de le faire. On aurait pu rentrer dans le gouvernement de Ibeka, on ne l'a pas fait. Il y a eu le coup d'État le 18. Les colonels, on sait, bon, Konimba a largement expliqué ça. Leur souci, c'était les postes. On a dit, on n'est pas dans ça. Il y a eu la conférence nationale, dite nationale, les concertations dites nationales, et on a dit, attention, ces gens veulent confisquer le pouvoir, ils veulent accaparer. Et l'histoire a donné raison. Les faits qu'ils continuent de poser, ces colonels montrent que le M5 effectivement a eu raison de tirer la sonnette d'alarme. Donc ce n'est pas une question de poste. L'inclusivité aurait voulu que dès le départ, à partir du moment où on a rencontré le président de la transition après 4 à 5 mois d'attente, la démarche inclusive aurait voulu qu'ils nous disent, après vous avoir écouté, je vous ai bien entendu, voyons ensemble maintenant comment redresser la barre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient le Premier ministre actuel? On fait un réaménagement ou quoi? Ou alors on change complètement? Et quelle est votre vision de la transition, de la suite de la transition? On avait produit des documents depuis longtemps sur la vision du M5 de la transition. C'est ça l'inclusivité. Ce n'est pas de dire on vous donne 5 postes, désignez les 5 postes, on les met où, on ne sait pas, et on continue. On continue sur quelle base? Donc c'est important que les Maliens comprennent cela. La question du Premier ministre démissionnaire, qui démissionne et qui est reconduit, ça rime à quoi? Soit il y a des ministres incompétents dans le gouvernement et le Premier ministre décide avec le président de la transition de s'en débarrasser et de les remplacer par d'autres. En ce moment, on a un réaménagement technique, on n'a pas besoin de faire démissionner, de faire semblant de faire démissionner le Premier ministre pour le reconduire. Ou alors, le Premier ministre lui-même, ayant choisi, si jamais par hasard c'est lui qui a choisi la plupart des membres du gouvernement, il constate que son équipe est inopérationnelle, que l'équipe a échoué,
il prend ses responsabilités, il dit au président de la transition, pour que le Mali puisse avancer, je présente ma démission et celle de toute mon équipe, et on remet en place une autre équipe qui est capable de sortir le Mali de cette ornière-là. C'est l'autre compréhension de la question. Donc c'est très important que les uns et les autres comprennent cela. Les questions fondamentales qui sont évoquées aujourd'hui, les réformes politiques et institutionnelles, on va aller vers quoi? La révision de la Constitution? Un référendum en octobre, sur quelle base? Est-ce que les Maliens sont d'accord avec ça? Les réformes électorales, sur comment on va faire? Et la réorganisation territoriale, est-ce que les Maliens sont d'accord? La mise en œuvre de l'accord pour la paix, est-ce que les Maliens sont d'accord? Est-ce que tout ça là, on va concocter tout ça dans des bureaux à part des soi-disant experts et on va venir dire aux Maliens, voilà ce qu'on vous propose et il faut dire oui ou non seulement? Parce que le référendum, attention, il n'y a pas d'autres questions. C'est oui ou c'est non. C'est un paquet que vous avez. Nous, on a dit au M5, dès le départ, dès le lendemain du coup d'État, asseyons-nous, organisons des assises nationales où les Maliens seront là pour décider de quel avenir pour le pays. Qu'est-ce qui est le plus important que quoi? Quelles sont les actions prioritaires qu'il faut mener? En ce moment, si les Maliens avaient dit, OK, on va vers la révision de la Constitution, qu'est-ce qu'on change là-dedans? Est-ce que c'est une 4e République qu'on choisit? Oui. Si c'est l'accord des Maliens, on travaille pour cela. Si la mise en œuvre de l'accord est une priorité, les Maliens en décident lors de ces assises et on dit, voilà ce qu'on fait. Le front social aujourd'hui est en ébullition, le front politique est en ébullition, ça ne va pas, mais si les Maliens s'étaient retrouvés, on aurait pu se mettre d'accord, pas sur ce qu'ils ont appelé, je ne sais pas, un pacte social pour nous, c'est un pacte de stabilité qui va englober toutes ces questions-là, sécuritaires, sociales, économiques et autres. Mais on a raté ce coche-là. Et aujourd'hui, maintenant, on veut faire du rattrapage, du racolage, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Ça pose un problème de crédibilité, de sérieux dans la démarche. Le M5 ne demande pas autre chose que cela. Si les gens veulent qu'on entre dans le gouvernement uniquement pour qu'on dise qu'on est rentré dans le gouvernement, bon, en ce moment-là, on aura trahi la lutte du M5, la cause pour laquelle on s'est mobilisé en tant que patriote, on aura trahi cette cause-là. Et nous pensons qu'on aura gravement porté justement un coup à ceux qui sont tombés, on aura trahi leur mémoire. Ceux qui sont tombés pour ce combat-là et à qui on n'a pas encore rendu justice, ce dossier encore est latent, on aura trahi leur mémoire. Donc c'est exactement ça. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas un refus de sauver le Mali. Au contraire, s'il y en a qui veulent sauver le Mali et qui ont la capacité aujourd'hui de sauver le Mali, c'est bien les acteurs du M5 RFI. Donc, parce que kuma chama be fola bolola uka be fola yoro chambala awa tado be mi fe ko ka gouvernement ci ra afara ku ka do gouvernement na ko kute do otma lu kele ne tay maliya lu kele ne maliya yo ambo de me mo ko ka famia mo ko te girin ka do ko la ke ta don ko mi ba kono ibeta mun baraka kono ni place ko tunu ka mi ibeta ka klela tu medo parce que afara ni place na fo ni afara ko min ka danya kango fo fa medo ala anko amado ka fo ibika na kam gotna seka jamana imbo nogola amaso militaire nana anku ma anga sigi anga kuma koni ba yoro fo mbete mo yoro ka bibina na fora dro ko gouvernement dalela kanga na anga douala mako hakilla kaka no gonte de hari ni poste tani dinamba gouvernement kono na fa jmen bala anga hakilla mi nanti se ko lawaleya jamana kan na fakama nanti se ko ke c'est comme ni an yɛrɛ sɔsɔ n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ janfa mɔgɔ minnu sara nin ko in na c'est comme n'a y'a sɔrɔ an y'u janfa an ko a tɛ se ka kɛ ten n'an bɛ don a la f'an ka bɛn a la an bɛna baara kɛ cogo min na an bɛ taa sira min fɛ sira min bɛ se ka jamana in latilen k'a bila sira ɲuman kan maliyɛnw ka nafa bɛ se ka don kɛ min na an y'o de fɔ n'an tun farala ɲɔgɔn kan n'u tun sɔnna an ka kuma ma kabini coup d'état bɛ kɛ o dugusɛjɛ an ka sigi ka kuma an y'a fɛ min ma assise nationale an bɛɛ ka sigi ka kuma ani syndicat ani acteurs politiques an ka fɔ ɲɔgɔn jamana bɛ taabolo min kan a maɲi jamana ma a maɲi jamanadenw ma Mali bɛ situation min na a maɲi an ka lajɛ min bɛ se ka min to yen nin wagati in na walasa an ka se ka fɛn Mali kura sigi sen kan u ma sɔn a ma parce que munna u ma sɔn a ma u hakili tun b'u ka place ko de la M5 y'a fɔ tuma min na mɔgɔw ko u bɛ militaires contre la dɛ militaires de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la a tɛ nin ye maliyɛn kɔrɔ nin ya n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la kalo joli an b'a attiriki dɔrɔgɔ la
an ko u bɛ place ko de la mɔgɔw ko ayi ko anw de b'u place nɔfɛ u ye place u yɛrɛ ka mɔgɔ bila yɔrɔ bɛɛ la a nana ni mun ye jamana kɔnɔ a nana ni hɛrɛ jamana kɔnɔ voilà donc kuma wɛrɛ tɛ M5 fɛ an ma ban tɛ mais an tɛ wuli ka taa an don ko la an tɛ min cogoya an ma min faamuya an t'a dɔn a bɛ taga sira min fɛ M5 ka kuma de y'o ye dɔrɔn maliyɛn k'o faamuya wa ni ala sɔnna a cɛsiri nin an bɛ to a cɛsiri kan fo ayiwa laɲiniw ka sabati parce que an ka laɲini o ye maliyɛnw ka laɲini de ye o tɛ M5 mɔgɔ minnu bɛ yan o tɛ olu ka laɲini hakilina de don hali ni an bɛɛ filɛ ye an minnu bɛ tabali kan n'an bɛɛ bɔra M5 la M5 ni hakilina min ye l'esprit M5 la a bɛ continuer koyi parce que maliyɛnw ka décision de don maliyɛnw ka lutte de don donc o de tun ne ko kuma a bɛ hakɛ to. Merci bien. Je crois qu'on est arrivé à terme de notre point de presse. Les camarades ont tout expliqué. Je voulais juste ajouter que le comité stratégique du M5 RFP a décidé hier de retenir le vendredi 4 juin 2021, après la prière du vendredi, de lancer un appel à l'ensemble des Maliennes et Maliens qui veulent le changement, qui veulent un Mali nouveau, pour se retrouver à la place de l'indépendance. Ce jour-là, le comité stratégique du M5 RFP paiera le point, rendra compte au peuple malien du résultat de sa lutte pendant un an. Mais avant, nous avons décidé de faire une revue des troupes pendant le temps qui reste. Dès demain, à partir de samedi, le comité stratégique fera le tour de toutes les communes du district de Bamako, de Kati, de Kalaba, pour aller parler avec la base, avec les Maliennes et Maliennes acquises au changement, qui sont majoritaires largement, pour préparer la grande mobilisation. Le comité stratégique rencontrera également différentes couches sociales, toutes les couches victimes d'injustice. Parce que l'une des raisons de la lutte du M5, c'est contre l'injustice. Que ce soit les victimes des casses, que ce soit les victimes de toutes sortes d'injustices, que ce soit les victimes qui sont dans le marché, que ce soit d'autres organisations de la société. Cette information, il est bon que vous la transmettez aussi à tout le monde. Car faut que M5 ko juin kalot le nani jumado nisali temena M5 be wele blakata malion be ka ñogon sur le plan de l'indépendance là au don M5 comité stratégique bena contrandi que peuple malien aye kele min ke depuis le 5 juin 2020 kele munde borala ambena contrandi kay. Mais il y a au cassé, on va faire revue des troupes de quai. C'est-à-dire, commune Bella, délégation Betaka, M5 Bazou, Animalion B, nous va faire changement Kavalia Malikono. Angata Nyoye Kanyon Kumanya. Katlaka, Mogo Jekulu, na Bafe Yelemaka Domalila, a Chamandone de Ambetou Fana rencontré. Mogo Dobe, Minkunte M5 la Feu. Ou ba fait kana franca mobilisation qui réussi. Mba fouye à partir d'ici comité stratégique décision bekana. Hali minu mbora M5 là nous ba fait kaseki kana le vendredi 4 ou kana. Malien niko ki ba fait yelama ka do malila. Ayna fara comité stratégique ga. Kuma mimbe comité stratégique da ka fo malien odo abe fo. M5 ko transition ya dende idée ita filio na filela iba samakana o de rectification dondo le iba bogoere en beau de la vie. Le jour où les principales forces du changement, le peuple malien dans toutes ses composantes, sous la conduite du M5 du RSS se retrouve
la voie du changement et de la rectification va être prise ce jour-là. Merci bien, la séance est levée.